Bernard Heger, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de votre livre qui vient de paraître et qui s'intitule, je lis, de l'obsolescence programmée, du recyclage insuffisant et de toutes ces sortes de choses. Après l'avoir lu, on parle beaucoup de deux produits qui sont de notre quotidien, on va prendre le téléviseur et le lave-linge. Avant d'entrer dans le détail du contenu du livre, présentez-vous. Qui êtes-vous, Bernard Heger? Un grand écrivain d'abord, et également, quand je n'écris pas, je suis actuellement... j'ai été toute une partie de ma carrière dans l'administration, et une autre partie de ma carrière, j'ai été dans les syndicats professionnels de l'électronique. Alors ces syndicats professionnels, c'était le CIMAVELEC. Le CIMAVELEC, j'ai dirigé le CIMAVELEC pendant, j'ai l'air très jeune comme ça, mais pendant de longues années. Voilà. Donc pendant très longtemps, vous avez une légitimité, vous avez représenté les industriels de la filière, de l'électronique grand public. Tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est probablement d'ailleurs ça, c'est parce que je les ai représentés que j'avais envie de dire un certain nombre de choses. Par exemple, sur tous ces sujets, un de mes jobs était d'aller discuter avec les parlementaires, avec les sénateurs, avec l'administration. Vous vous définissez comme un lobbyiste? Ouais, non, j'étais derrière tous les mots, c'est ça, quoi. J'essayais de faire passer un certain nombre d'idées, pas exactement les lobbyistes. J'étais assez d'accord avec les idées que, c'est ce que tout le même dit, j'étais assez d'accord avec les idées que je défendais, et notamment sur tout ce qui est là, puisque là on a obsolescence programmée et recyclage, mais surtout sur l'obsolescence programmée. Alors donc j'allais raconter ma vie, raconter les choses aux députés et aux sénateurs. Et récemment, il y a quelques années, il y a eu une loi sur la consommation, donc je suis allé faire le tour des députés et des sénateurs. J'ai été effondré. Notamment au Sénat. Autant le ministre était quelqu'un qui connaissait bien les choses, qui avait l'écoute. Au Sénat, il y a un certain nombre de sénateurs... effondrés par leur méconnaissance. Effondrés à la fois par leur méconnaissance, mais ça, ils peuvent apprendre, mais c'est surtout par le manque de curiosité qu'ils avaient de comprendre les choses. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé simplement qu'il fallait passer à une garantie à 10 ans, quoi qu'on leur dise, garantie à 10 ans. Quoi qu'on leur dise, ils étaient persuadés que l'ensemble des industriels, que l'ensemble des distributeurs étaient des gens peu honnêtes et qu'il fallait faire un certain nombre de choses contre eux, quoi qu'on leur dise. Et ils n'écoutaient même pas. Alors peut-être je ne suis pas très bon quand je parle, ils n'écoutaient même pas. Maintenant, on a vu un peu qui vous étiez, mais aussi la difficulté que vous aviez à vous exprimer, notamment face à la classe politique qui fait les lois. Et le Sénat, et il y a un sénateur, parce qu'il faut le dire, il y a un sénateur qui est à l'origine du livre, ce sénateur, il s'appelle Jean-Vincent Placé. Alors pourquoi est-il à l'origine de ce livre? Pour être un tout petit peu polémique, il m'a gonflé. Parce que je l'ai vu, il n'écoutait rien de ce que je disais, il avait ses certitudes, et donc à partir de là, je me suis dit que j'y arriverais pas en 5 minutes, donc j'ai fait ce livre. Pour lui, si un jour dans le train il s'ennuie, j'ai fait notamment ce livre pour lui, si un jour dans le train il s'ennuie, il pourra lire ce livre, et comme ça il apprendra un certain nombre de choses, peut-être qui nuanceront ô combien son jugement. Oui, alors pour rappeler, Jean-Vincent Placé est celui qui a eu des positions très tranchées. Il est même allé jusqu'à proposer de mettre en prison les industriels pris en flagrant délit d'obsolescence programmée. C'est ça. Alors, l'obsolescence programmée, on va en parler. Je vais vous donner en quelques secondes mon ressenti. Lorsque j'ai eu ce livre entre les mains, j'ai eu un profond sentiment d'agacement, car j'ai vu de l'obsolescence programmée sur la page de couverture, de l'obsolescence programmée sur la tranche, et je me suis dit, encore un livre sur un sujet qui, on va le voir, n'en est pas un. Et je me suis dit, on va encore parler de l'obsolescence programmée, et pour moi, l'obsolescence programmée, c'est un peu ce qu'est Kim Kardashian avec la presse People, on en parle beaucoup, mais au final, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et puis, je l'ai lu. Et là, je me suis aperçu que vous abordiez l'obsolescence programmée, mais d'autres choses, qu'on allait parler de qualité, qu'on allait parler de prix, qu'on allait parler de garantie, qu'on allait parler de filière, qu'on allait parler de recyclage. Et quand je vois de toutes ces sortes de choses, je me suis aperçu que ce livre était riche d'enseignements sur notre secteur. Je voulais régler son compte à l'obsolescence programmée, parce que globalement, c'est très curieux, et 90% des gens, on les a interrogés,
pensent que l'obsolescence programmée existe. Quand on leur demande pour eux leur ressenti, par exemple, combien de temps vous avez gardé votre téléviseur, combien de temps vous avez gardé votre réfrigérateur, on s'aperçoit qu'ils le gardent longtemps. Et donc il y a une différence totale entre ce qu'ils pensent et la réalité. L'obsolescence programmée, ça n'existe pas. Il y a toute une série d'autres obsolescences, le vieillissement parce qu'on veut d'autres produits, etc. L'obsolescence programmée, c'est-à-dire voulue par un constructeur qui met un truc dans son produit pour l'arrêter, ça n'existe pas. Ou c'est vraiment, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, et là, c'est peut-être le livre. Il n'y a pas que Jean-Vincent Placé, il y a aussi nombre d'émissions télévisuelles qui m'ont un peu énervé. Alors on parle de Jean-Vincent Placé, d'un politique à qui vous reprochez de ne pas trop connaître le sujet. L'obsolescence programmée, vous réglez son compte en 2-3 phrases. C'est suite également à votre expérience, mais vous donnez également l'avis de personnes compétentes, qu'elle s'appelle Victor Jakimowicz, ou qu'elle s'appelle Didier Ancel, qui abondent dans votre sens. Donc on va arrêter là avec l'obsolescence programmée et on va parler des produits. Ça n'existe pas. On va parler de la qualité et de la fiabilité des produits. Ça, c'est un sujet intéressant. Et Bernard, je vais vous poser une question. Est-ce que c'était mieux avant ? C'est assez compliqué à répondre à cette question. Parce qu'il faut se dire, quel niveau de solidité on a besoin ? Par exemple, je vais vous prendre sur les lave-linges. Donc avant, vous aviez des trucs qui étaient en fer et qui étaient lourds, etc., ou en aluminium. Et pour avoir un essorage qui était bon, il fallait faire tourner ce truc, donc c'était très très lourd, c'était très solide, très lourd, donc il fallait un moteur très très fort, et donc on n'arrivait pas à faire tourner avec le poids qu'il y avait, on n'arrivait pas à faire tourner rapidement le linge. Maintenant c'est plus léger, donc mais le niveau de solidité est celui qu'il faut pour faire tourner même si c'est en plastique. Oui, c'est des plastiques de très très haute qualité, c'est pas du plastique. Non, mais pas toujours dans l'imaginaire des gens. Oui, non, c'était mieux avant. Ah non, la non, plage était en acier, en tôle. Oui, c'était en acier en tôle, mais on pouvait faire ce que faisait l'acier et la tôle, c'est-à-dire que ça tournait pas très très fort, ça utilisait beaucoup d'électricité, ça utilisait beaucoup d'eau. Maintenant, c'est beaucoup plus léger. On utilise des textiles, on est beaucoup plus respectueux avec les textiles, etc. Donc aujourd'hui, on a la bonne solidité par rapport à la fonctionnalité. Donc, c'était pas plus solide avant, d'autant que, très intéressant, vous expliquez que le fait qu'il y ait plus d'électronique aujourd'hui dans les produits, contrairement à ce que les gens pensent, ça ne fait pas plus tomber en panne, mais au contraire, ça préserve davantage des pannes, et on verra justement... Oui, tout à fait. Auparavant, une machine, un lave-linge, toujours, tournait bêtement. Maintenant, on a une multitude de fonctionnalités, et ces fonctionnalités peuvent être utilisées de façon absolument simple par un consommateur, justement parce que l'électronique, ça rassure. L'électronique, ça ne tombe pas en panne. Ou ça tombe, là, peut-être on peut aller sur la panne. Une fois, quand l'électronique fonctionne, au début, elle fonctionne tout le temps. Comme je disais, l'électronique, on a du pot, c'est-à-dire qu'elle est totalement insensible à l'âge. Bon. Alors, on parlait de qualité. Vous donnez aussi, on ne va pas les citer, mais vous donnez des chiffres très intéressants sur les taux de panne. Dans ce livre, il y a les taux de panne produit par produit. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'autant, mais là je ne pouvais pas le faire parce que sinon on arrivait, c'est de voir dans le temps les taux de panne. Je veux dire, vous évoquez beaucoup la panne d'usage, c'est-à-dire aussi dans le temps, c'est-à-dire quand on fait des tests, on ne vérifie pas, on ne prend pas toujours le temps, mais en même temps, tester sur 5 ans. Si on regardait les pannes d'il y a 5-10 ans, il y avait beaucoup plus de pannes qu'aujourd'hui. Tous les taux de panne sont en train de chuter. On va parler d'un sujet qui est important pour la distribution, c'est l'extension de garantie. Vous dites notamment dans le livre que pour certaines enseignes, vendre une extension de garantie rapporte plus que vendre le produit lui-même. Oui. Voilà. Vous donnez des exemples, chiffres à l'appui. Oui. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais vous poser une question simple, Bernard Egger. Combien d'extensions de garantie avez-vous souscrites dans votre vie ? J'ai bien peur de ne pas avoir... Aucune, je crois. Aucune. Pourtant, vous êtes quelqu'un de compétent, si on en croit à votre CV, dans le domaine. Oui, mais j'ai... Pourquoi alors ? Pourquoi ? Probablement parce que la façon dont je vis, je vis seul. J'ai un usage des produits assez modéré. Je pense que si, par exemple, j'avais une famille avec 2-3 enfants, là, ça tourne beaucoup plus. Il y a un usage beaucoup plus important. Et donc, à partir de là, je me serais posé le problème. Tandis que là, alors je repose ma question. On oublie votre cas personnel, qui est un cas particulier. Qui est intéressant, mais qui est un cas particulier. Oui. Alors, prenons l'exemple de cette personne que vous citez, qui a 2-3 enfants à la maison, etc. Un couple qui vit à la campagne, voilà. Oui.
et qui vient vous voir et qui vous dit « Mon cher Bernard, dois-je souscrire une extension de garantie lorsque j'achète un lave-linge, lorsque j'achète un téléviseur, on va dire de bonne qualité, en tout cas à un certain prix ?» Oui. Que lui conseillez-vous? La réponse est oui. La réponse est oui. Donc, la réponse est oui. Donc, probablement, ça dépend du prix. Si vous êtes en entrée de gamme, ça ne vaut pas la peine, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la réparation, ça ne vaut pas la peine, il faut acheter un produit neuf. Hein. Mais pour des produits un peu de gamme supérieure, ça peut se poser. Oui. Donc, et là on le voit aussi dans le livre, je voulais vous amener à ça, vous n'êtes pas contre l'extension de garantie. Vous ne pensez pas que l'extension de garantie est quelque chose qui sert uniquement à faire de la marge pour les enseignes, pour le consommateur. Ça va se développer même. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'avec tout l'Internet des objets, peut-être, je ne sais pas si on en parlera, là, il va y avoir probablement des pannes un peu différentes, pas des pannes matérielles, des pannes immatérielles qui vont arriver. Et là, va y avoir la nécessité d'avoir un lien très... C'est la prochaine question. Et c'est la prochaine question. Alors, en plus, si vous analysez très bien, en plus vous devinez le secteur et mes questions. On va aborder un sujet rébarbatif pour beaucoup. Oui. Un des nombreux sujets rébarbatifs. Oui. Non, celui-là est peut-être plus rébarbatif. Non, c'est le recyclage, c'est l'éco-conception. Est-ce que nos filières, les filières de l'EGP, les filières de l'électroménager, sont de bons élèves? Comment on se place, nous, à l'échelle des efforts faits en matière de politique environnementale, de recyclage et d'éco-conception? Oui, peut-être un simple mot sur ce que ça coûte d'abord, hein. C'est-à-dire ce que coûte le recyclage par rapport à la vente d'un produit. Là, on reconnaît le lobbyiste, le représentant des industriels. Par rapport à la vente d'un produit. Quand une entreprise fait une éco-contribution à un éco-organisme, c'est plus que ça marche. C'est considérable. On n'est pas dans les petits détails. Hein. Par exemple, pour un télé un peu comme celui qui est derrière nous, hein, l'éco-contribution, c'est à peu près, ça va être entre 8 et 10 euros. Hein. Un industriel ne gagne pas 8 à 10 euros sur un téléviseur comme ça. C'est plus que ça marche. Donc c'est pas un petit problème, hein, c'est un problème tout à fait important. Donc c'est pour ça d'ailleurs je reviens assez longuement là-dessus sur les mécanismes de formation des prix. Et pareil pour les extensions de garantie. Hein. Les extensions de garantie, il ne faut pas l'avoir par rapport au chiffre d'affaires, par rapport au prix de la télé. Hein. Le prix de la télé, si je prends c'est 600, si une télé déjà bien, c'est 650 euros. Hein. Sur 650 euros, le distributeur ne gagne que 3, 4, 5 euros. Hein, il ne faut pas penser que dans ces métiers, tout le monde a des Rolls. Hein. C'est des métiers extraordinairement compliqués, extraordinairement difficiles. Et ça, sur à peu près tous les produits. Et donc, quand on commence à dire, tiens, l'éco-contribution, c'est pas grand-chose par rapport au prix du produit, mais il ne faut jamais raisonner par rapport au prix du produit. Il faut raisonner par rapport à la valeur ajoutée, ou mieux encore, par rapport au profit. Et donc, le recyclage, c'est plus important que le profit. Et pour le consommateur, sa contribution avec l'éco-participation ne compense pas en fait. Compense pas, non, ça ne compense pas, c'est ça. C'est symbolique. C'est symbolique. Pas pour le consommateur, c'est quand même des sommes. Mais... Ah oui, c'est des sommes tout à fait importantes. Là, on est en centaines de millions d'euros, et le lobbyiste que je suis, il faut répéter plusieurs fois la même chose, c'est plus important que les taux de profit. Donc nos secteurs, ça leur coûte de l'argent, mais sont plutôt bons dans le domaine. C'est justement le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont bons. Mais parce qu'il y a l'éco-contribution, mais demain, c'est-à-dire en 2019-2020, l'éco-contribution va disparaître. Alors et donc à partir de là, on va commencer peut-être à avoir une qualité un peu moins. Pour l'instant, on est très bon. On est probablement parmi le top 3 des élèves européens, parce qu'il y a l'éco-contribution. Demain, quand il n'y aura pas l'éco-contribution, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que simplement, il va falloir trouver l'argent quelque part. Donc l'année de la COP21, puisque nous sommes l'année de la COP 21, vous nous annoncez qu'attention, dans 3-4 ans, la filière pourrait ne plus être aussi au top, en tout cas dans le recyclage et dans l'éco. Dans un domaine un peu différent, on voit éco-emballage, je ne sais pas si vous regardez un peu éco-emballage, donc qui aussi, c'est très important pour dire. On en parle beaucoup de l'emballage et de la suppression d'ailleurs. La suppression, mais éco-emballage et tout le secteur est actuellement en zizanie. Hein. Sur ces questions. Pour l'instant, la zizanie n'est pas encore sur notre secteur, elle va arriver. Bernard, une dernière question. On est sur un livre de constat, d'analyse, mais vous avez également, à la fin, suggéré des pistes de réflexion, des pistes de changement, et vous abordez aussi, vous évoquez l'importance
de la connectivité, de l'IoT, de l'Internet des objets. Oui. Alors, la connectivité, les objets connectés, l'électroménager connecté, etc., tous ces appareils connectés, en quelques mots, ça va changer en profondeur la profession, en tout cas, de... Ça a changé beaucoup en profondeur, parce que simplement au niveau de la vente, globalement, on vend plus simplement un produit. Même si je pousse un peu, actuellement un réfrigérateur, vous le vendez pour l'instant, quand on vend un réfrigérateur, on vend un réfrigérateur, c'est simple. Maintenant on va vendre un réfrigérateur plus quelque chose d'autre, qui va être lié au réseau, c'est-à-dire on va essayer de donner des services en plus. Donc on va vendre un objet et des services. Donc on va avoir, pour les distributeurs, ça va être très compliqué de vendre des services. Parce qu'il faut les voir, il faut les toucher. Il faut expliquer des applications. Il faut expliquer les applications. Et donc, sur un réfrigérateur, ça va. Quand vous avez toutes les marques, tous les produits, ça commence à être un tout petit peu compliqué. Donc, il va falloir tout de même avoir, au niveau des distributeurs, vraiment des nouveaux discours, des nouvelles formations. Au niveau des réparateurs, ça va être considérable. Parce que la panne, tout à l'heure, on en parlait, il y en aura de moins en moins. Ça, c'est... Vous parlez de préventif plutôt que de curatif. Oui, c'est ça. Maintenant, simplement, comme tous les produits vont être reliés au réseau, on pourra voir comment fonctionnent les produits avant, voir s'ils ne vont pas casser à un moment ou à un autre. Et en même temps, il va y avoir des nouveaux types de pannes. Il va y avoir plein de nouveaux types de pannes, des pannes de réseau, des pannes de compatibilité entre produits, et surtout une des pannes qui va arriver le plus et qui va probablement impacter très fortement l'ensemble des acteurs, c'est ce qu'on appelle les NFF, No File Found, c'est-à-dire que pour vous n'arrivez pas à faire fonctionner le produit. Pour vous, il ne fonctionne pas. C'est parce que simplement il est mal installé, parce que simplement c'est trop compliqué, les notices sont mal foutues, etc. Alors que le produit en soi marche. Et donc globalement, vous allez le donner à un service après-vente qui va le renvoyer exactement de la même façon parce qu'il n'a rien, et vous n'allez toujours pas faire fonctionner. Donc ça va être la plaie. Ça existait depuis longtemps, on parlait justement, mais ça va exister encore plus. Ah oui, ça va être la plaie. Actuellement, parasiter en fait. Plus de la moitié des pannes aujourd'hui sont des vraies fausses pannes. Des fausses pannes parce que le produit fonctionne, des vraies pannes pour le consommateur. Avec la connectivité, ça pourrait atteindre combien ? 70, 75% ? C'est ça. Il va y en avoir beaucoup moins de pannes matérielles, beaucoup plus de pannes sournoises, de trucs sournois immatériels. Ça va arriver très, très souvent. Et donc là, il faut une formation, ça va prendre du temps, ça va être chronophage d'expliquer au consommateur que son produit fonctionne, que je ne sais pas le faire fonctionner. Donc ça veut dire aussi faire évoluer le métier de réparateur. Le métier d'industriel, d'abord, il va falloir commencer à faire peut-être des notices un peu mieux, quoi. Oui. Va falloir, c'est le distributeur Le distributeur, lui, il a le client en face de lui, et ça va pas être facile pour lui. Ça va être, donc il va falloir qu'il se forme. Ça va être très compliqué. Ça. Est-ce que c'est une façon pour lui, j'allais dire, de survivre, le distributeur ? Parce qu'on évoque parfois, certains économistes parlent de la fin complète de notre système de distribution, qui est j'achète un produit et je le vends plus cher. Oui, non mais ça c'est... Le consommateur, il a besoin de quelqu'un à engueuler. C'est ça, il a besoin de quelqu'un à engueuler, le consommateur. Il ne va pas engueuler, il va pas engueuler sur Internet, il peut le faire. Il a besoin de quelqu'un de physique à un moment, même si c'est très sournois, si c'est pas sournois, il a besoin de quelqu'un pour être assuré. Et donc là, justement, tout l'Internet des objets qui va être, si la distribution arrive à faire le pas, ça va être un enjeu et une formidable opportunité de ramener les gens au magasin. De les ramener au magasin pour leur montrer comment ça marche. Rassurez-nous, pas seulement pour se faire engueuler, parce que recruter sur le masochisme, c'est quand même un peu au début, ça va dire, après les choses vont se calmer, mais au début, le temps que tout le monde se mette en place, qui est par exemple que les normes commencent à être à peu près plus simples, moins compliquées au niveau des normes de l'installation. Pendant quelques temps, il faudra à la fois mettre les nouvelles fonctionnalités, toutes les nouvelles fonctionnalités dont on a parlé, qui sont des opportunités extraordinaires, de vendre un réfrigérateur, tout le monde sait ce que c'est qu'un réfrigérateur, vendre des nouvelles opportunités, de nouvelles applications, ça c'est extraordinaire, et en même temps, après, Donc c'est assez optimiste. Si la distribution sait se réinventer et s'adapter, elle aura toute sa place. On ne sait pas, certains vous êtes très gentils, mais certains ne le font pas. Donc elle a toute sa place. Et ça, c'est assez optimiste, et la même chose pour les réparateurs. On va vers un nouveau cycle, vers lequel il va falloir s'adapter. Écoutez, Bernard Lagarde, merci beaucoup. On n'a pas tout abordé, mais moi, ce que je peux conseiller, c'est de lire votre livre, parce que si on travaille, que l'on soit distributeur, que l'on soit fabricant, que l'on soit vendeur,
que l'on soit Consommateur. PDG, Consommateur. ou voire même consommateur, si on est un tant soit peu intéressé. C'est une véritable mine d'or Sénateur. pour comprendre. Et surtout, on l'a bien compris, une dédicace au Sénat et particulièrement à Monsieur Placé. Bernard Riguer, merci beaucoup. À bientôt, Philippe. Au revoir.